Bonjour tout le monde. Aujourd'hui sur Espoir et Dignité TV, nous avons l'immense plaisir, comme chaque lundi, de recevoir notre cher ami, notre cher invité, Colonel Jacques Pau. Merci infiniment, Colonel, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de continuer à m'inviter. Merci beaucoup. Colonel, on vous invite aujourd'hui pour parler de la situation géopolitique actuelle, surtout concernant le conflit ukrainien, la suspension de l'aide militaire américaine, des conversations diplomatiques entre les guillemets avortées entre dirigeants mondiaux et surtout de la possibilité ou non d'un retour à la diplomatie dans ce monde fragmenté et dans plusieurs conflits qui règnent maintenant sur la scène internationale. Colonel, des rumeurs ont circulé sur des tentatives de négociation entre Trump, Poutine, Zelensky et Macron. Que peut-on dire? En est-elle réellement existé? À quel moment ces conversations auraient pu changer le cours de la guerre selon vous? Alors effectivement, on a eu pas seulement des rumeurs, puisqu'on a eu effectivement une série d'appels téléphoniques entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, entre Trump et Poutine, entre Trump et Zelensky, etc. Donc on a toute une série de téléphones qui se sont passés ces derniers temps et qui sont intéressantes à plus d'un titre. Tout d'abord parce que en Europe en particulier, rappelez-vous, lorsque Donald Trump est arrivé à son office, est entré en office, en fonction plus exactement, en janvier, qu'il a commencé à dire qu'il voulait avoir un dialogue ouvrir un dialogue avec la Russie, eh bien, les Européens ont mis les pieds contre le mur et ont dit qu'il n'était pas question de négocier avec Vladimir Poutine, qu'il n'était pas question d'ouvrir un dialogue. Et je vous rappelle que déjà en 2022, Ursula von der Leyen avait déclaré qu'il ne devait pas y avoir d'apaisement avec la Russie. Et je vous rappelle par ailleurs que Joseph Borrell, qui était le prédécesseur de Kaja Kallas, avait dit que ce conflit devait se terminer sur le champ de bataille et non pas sur la table de négociation. Donc on voit bien que les Européens, convaincus de la faiblesse de la Russie, excluaient tout dialogue avec la Russie. Et c'est de nouveau le narratif a un peu alimenté la politique et la politique a alimenté le narratif, si vous voulez. Parce que on pensait avoir une Russie tellement faible de toute façon, qu'elle ne pouvait pas faire autre chose que perdre ce conflit. Et par conséquent, il n'y avait aucune négociation à prendre. Disons, toute négociation aurait été à l'avantage nécessairement de la Russie. Et puis, comme je l'avais expliqué déjà, d'ailleurs en 2022, dans mon ouvrage Opération Z, où on voyait qu'en réalité, le narratif n'a fait que fausser notre perception du conflit et nous pousser dans la mauvaise direction. En estimant que la Russie était faible, comme je l'ai dit, eh bien, on a pensé que le conflit se terminerait inévitablement par la victoire de l'Ukraine et des pays occidentaux. Or, on voyait déjà en 2022 que ce n'était pas le cas. Et ça s'est confirmé en 2023, ça s'est confirmé en 2024, et aujourd'hui, on a une situation qui vient de toujours plus dramatique avec l'Ukraine. Et les conditions dans lesquelles l'Ukraine, et d'ailleurs je vous rappelle que les négociations qu'il y a eu en février 2022, avril 2022, ou plus exactement mars 2022, je devrais dire, parce qu'ils sont commencés en mars, terminés en avril, puis en août 2022, sont des négociations qui ont systématiquement été demandées par les Ukrainiens eux-mêmes. Et les propositions qu'on a eues, quand on parle des fameuses propositions de mars-avril dont tout le monde parle, c'est une proposition ukrainienne. Parce que les Ukrainiens ont très bien compris que le narratif, c'était bien, mais qu'il y avait à un moment une réalité et que ces réalités allaient conduire à la catastrophe. Et ce sont les Occidentaux, les Européens,
qui ont finalement empêché l'Ukraine de stabiliser la situation en quelque sorte. Et je vous rappelle que même l'ambassadeur de Suisse à Kiev a tout simplement ignoré, interviewé par la radio-télévision suisse, a tout simplement ignoré l'initiative des Ukrainiens pour essayer d'avoir une paix. C'est ça qui est assez frappant dans cette histoire, c'est qu'on a fait comme si les Ukrainiens ne disaient rien du tout. C'est les Occidentaux qui ont imposé leur point de vue sans prendre absolument aucune considération pour l'Ukraine. Et aujourd'hui, on se trouve dans la situation où, eh bien, ce qui devait arriva, ou plutôt ce qui devait arriver arrivera, c'est-à-dire que l'Ukraine est actuellement en train de se réduire comme une peau de chagrin, et pas seulement le territoire, parce que le territoire n'est pas un indicateur de ce qui se passe. Les Russes n'ont jamais eu l'ambition d'occuper l'Ukraine. Ils la prennent maintenant parce qu'au fur et à mesure d'éliminer, ce que je répète d'ailleurs depuis maintenant 3 ans, mais que personne ne veut comprendre, l'objectif des Russes, c'est la démilitarisation, dénazification. Ça veut dire la destruction d'un potentiel militaire. Si on arrivait à se mettre d'accord, comme d'ailleurs l'ont proposé les Ukrainiens en 2022, à se mettre d'accord sur le potentiel militaire de l'Ukraine, eh bien les Russes seraient satisfaits. Mais comme on refuse de se mettre d'accord là-dessus, à cause des Occidentaux, eh bien les Russes détruisent ce potentiel. Et en détruisant ce potentiel, ils avancent. Donc le territoire n'est pas ici l'indicateur déterminant de l'avance du conflit. Le vrai indicateur, mais c'est aussi celui qu'on ne vous donne jamais, c'est le nombre d'Ukrainiens qui meurent sur le champ de bataille. Parce que ça, c'est l'objectif de démilitarisation. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, depuis, c'est pas nouveau évidemment, mais ça s'est accentué ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est le recrutement forcé des Ukrainiens, pas seulement jeunes, mais des Ukrainiens masculins, et maintenant aussi des femmes d'ailleurs, certaines femmes. Et puis, ça a comme conséquence que la société ukrainienne aujourd'hui, qui est outrée par ce recrutement forcé et la manière dont c'est fait, qui est extrêmement brutale, hein, qui a conduit dans certains cas à la mort des gens qu'on avait voulu recruter, eh bien, la société ukrainienne commence à se rebeller contre Zelensky lui-même. Donc, on a un effet domino qui a été créé uniquement par la politique occidentale et notamment la politique européenne. Alors aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les Européens commencent, mais après 3 ans, c'est ça qui est phénoménal, après 3 ans, ils commencent à s'apercevoir que probablement, il faudrait entamer un dialogue. Et puis, les téléphones qu'on a eus, c'est pas simplement l'initiative d'Emmanuel Macron et puis qu'il est le grand sauveur de l'Europe. Non, c'est un processus qui a commencé déjà en février de cette année. Et je vous rappelle que déjà en février, les Européens avaient commencé à évoquer l'idée de négocier avec la Russie. Alors vous avez évidemment, comme toujours dans ces situations, vous avez les durs qui disent on négocie pas et les autres qui disent il nous faudrait avoir au moins un groupe qui entame un processus de dialogue avec la Russie parce que tout le monde a bien vu que ça ne fonctionnait pas. Et puis, on a eu au mois de mars de cette année, on a eu lors d'une réunion des Nations Unies, de l'Union européenne, pardon, eh bien, il y a eu cette altercation assez amusante où on a voulu former un groupe pour étudier un dialogue avec la Russie, et puis on a voulu avoir une sorte de représentant pour éventuellement dialoguer avec la Russie. Et Kaja Kallas, qui est la représentante, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, évidemment pensait que tous les yeux allaient se tourner vers elle, mais pas du tout. On a essayé de trouver un représentant pour dialoguer avec la Russie, mais tout sauf Kaja Kallas.
Alors, c'est là qu'elle a dit, mais alors, moi, je sers à... non, d'abord, elle a dit que c'était à elle de le faire, et le Premier ministre espagnol l'a un peu remis à sa place en disant, vous plaisantez, parce que, évidemment, s'il y a une personne qu'il ne faut pas utiliser dans ce genre de dialogue, et surtout pour essayer entrouvrir des portes, c'est certainement Kaja Kallas qui a une obsession dans la vie, c'est des gens, comme les Japonais diraient, c'est des gens unicellulaires. Il y a qu'une seule neurone qui fonctionne dans sa tête, et c'est la Russie, 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 Russie. Par conséquent, il est impossible d'avoir quelqu'un qui puisse conduire à une détente ou à une ouverture, c'est pas possible. D'ailleurs, elle s'est fait remettre à sa place l'autre jour lors de sa rencontre avec Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, parce que alors que l'Union européenne a certainement des enjeux très importants dans ses relations avec la Chine, Kaja Kallas, elle a préféré se concentrer sur la question de l'Ukraine et à exiger de la Chine qu'elle arrête de soutenir la Russie, etc., etc. Et là, elle se fait remettre à sa place par le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, qui est d'un calibre nettement supérieur que Madame Kaja Kallas, qui, on se demande d'ailleurs par quel prodige elle est arrivée au poste où elle est. Mais enfin, elle présente bien, ça, on peut dire. Mais c'est tout. Si elle se tait, c'est parfait. Donc voilà, et donc le 21 mars, il y a eu cette altercation pour essayer d'avoir un représentant, et finalement, comme on trouvait personne, c'est Emmanuel Macron qui s'est proposé, enfin qui s'est déclaré lui-même comme étant le représentant, et que c'était à lui de prendre les devants avec la Russie. Alors depuis mars, il a strictement rien fait, à vrai dire, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est finalement le 1er juillet qu'il a décidé de prendre le téléphone et de contacter Vladimir Poutine. Mais là, on retrouve exactement le même phénomène qui s'est passé avec Donald Trump. C'est-à-dire que ces gens, pour eux, la négociation, c'est comment imposer mon point de vue. Voilà. La négociation s'inscrit toujours dans un rapport de force qui consiste à avoir un point de vue arrêté, basé naturellement sur des préjugés et une grande ignorance d'ailleurs du dossier. C'était le cas pour Donald Trump et son équipe en février, c'est aujourd'hui le cas de l'Union européenne. Et la négociation pour eux, c'est comment on fait pour que mon point de vue s'impose à la Russie. Alors évidemment, on a aujourd'hui une Russie qui est dans une situation beaucoup plus favorable même qu'elle ne l'était avant, avec une situation économique qui fonctionne bien, une armée qui ne fait que grossir et dont les jeunes s'enrôlent avec enthousiasme dans l'armée russe parce que c'est une armée qui gagne, n'est-ce pas? C'est ça le truc. La production militaire russe est au maximum, on pourra en reparler, mais on a vraiment tous les planètes sont alignées en faveur de la Russie aujourd'hui. Et alors, évidemment que quand on arrive et puis on commence à poser des conditions alors qu'on est dans la situation du perdant, ça va pas le faire. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec le téléphone d'Emmanuel Macron et de Vladimir Poutine. Alors, Emmanuel, si vous remarquez, ici j'ai mis à l'écran, mais vous les retrouvez sur les sites respectifs, les transcriptions de la conversation qu'il y a eu. Et cette conversation, dans les deux cas d'ailleurs, pour les deux transcriptions, vous remarquez que la conversation a commencé sur la question de l'Iran. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que je pense qu'Emmanuel Macron a compris que sur la question de l'Iran, et notamment en regard des attaques qui ont eu lieu par Israël et les États-Unis contre l'Iran, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus et que la France s'est exprimée en faveur d'une situation où on arrête d'attaquer l'Iran, qu'on essaye de trouver une solution négociée ou qu'on continue une négociation existante, mais que la solution par la force n'était pas acceptable. Et cette position-là de la France, eh bien, elle rejoint en réalité la position russe,
qui a dit quelque chose de très semblable. Par conséquent, je pense qu'Emmanuel Macron a vu là un point d'accrochage et qu'il a dit on va pouvoir, en partant de la discussion de l'Iran, où on a une vision à peu près semblable, eh bien ça nous permettra de déboucher sur l'Ukraine, où on devrait avoir c'est là où les divergences sont les plus importantes, mais où on pourrait du coup avoir des concessions, puisqu'il y a une position plus ou moins commune sur la question de l'Iran. Alors je pense qu'Emmanuel Macron a mal jugé son adversaire, parce que certes, les deux pays, les deux dirigeants sont plus ou moins mis d'accord sur la question de l'Iran, des solutions pacifiques, des solutions diplomatiques, de la non-prolifération des armes nucléaires. Je rappelle que la Russie, et je l'avais dit d'ailleurs il y a plusieurs mois déjà, la Russie a toujours déclaré qu'elle était opposée à ce que l'Iran ait l'arme nucléaire et que le traité de partenariat global qui était signé entre l'Iran et la Russie fait d'ailleurs état de la question de l'attachement de l'Iran au traité de non-prolifération nucléaire. Par conséquent, il est clair que la Russie n'était pas favorable à ce que l'Iran ait l'arme nucléaire, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs aussi, entre parenthèses, Vladimir Poutine avait proposé à Trump sa médiation dans comment dire, dans le différend qui opposait, et qui continue à opposer d'ailleurs, les États-Unis et l'Iran, puisque la Russie se trouve effectivement dans cette situation. Simplement, elle a un traité avec l'Iran et ça la mettait dans une meilleure situation, pour en parler, que les Américains. Donc là, on voit dans ces deux transcriptions qu'effectivement, il y a une communauté de vues sur ces aspects. Mais après, Macron a essayé de surfer là-dessus pour avoir des concessions sur l'Ukraine, et là, évidemment, il est tombé sur un os. Je rappelle, et je l'ai dit déjà depuis l'année passée, ça fait maintenant plus d'une année, que pour les Russes, ils ne sont pas opposés à des cessez-le-feu, etc. Mais pour eux, le cessez-le-feu s'inscrit dans un processus de paix, et le point de départ de ce processus, c'est le fait que l'Ukraine accepte l'idée ou reconnaisse qu'elle ne fera pas partie de l'OTAN, point 1. Deuxième point, que l'Ukraine se retire intégralement des 4 oblasts du sud et de l'est du pays, c'est-à-dire Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk. Voilà. Ça, c'est le point de départ de la situation. Ce n'est pas le point d'arrivée. C'est-à-dire qu'avant de commencer une négociation, l'Ukraine doit accepter ces deux conditions initiales, pas de participation à l'OTAN et la libération ou la libération dans le sens, la vacation des 4 oblasts. Et à partir de là, alors, on peut avoir une négociation, et dans le cadre de cette négociation, on peut avoir un cessez-le-feu, et c'est d'ailleurs exactement ce qui a été décrit dans le mémorandum qui a été donné par la délégation russe à Istanbul le 2 juin passé. Donc, on est dans une cohérence absolument parfaite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Européens qui avaient refusé toute négociation se trouvent aujourd'hui contraints à la négociation. Et c'est intéressant et très important aussi dans les relations internationales, bien que ça n'apparaisse pas ici dans les transcriptions. C'est intéressant de dire aussi que ça n'apparaisse pas. Et je pense que là, les Russes n'ont pas voulu, ils ont voulu garder une porte ouverte. Parce que très souvent, quand vous regardez dans ces transcriptions, on dit que l'appel ou l'appel téléphonique en l'occurrence, eh bien, a été initié par l'autre partie. C'est-à-dire que quand un appelle l'autre, ça veut dire qu'il y en a un qui est demandeur. Et quand il est demandeur, il est dans une position de faiblesse. Et en général, les Russes, dans leur pratique, quand ils veulent avoir, et on sent très bien le ton de leur transcription, quand ils essayent d'abaisser l'autre, ils disent c'est lui qui a appelé. Là, on voit qu'il y a une volonté plutôt d'apaisement, alors on n'a pas mentionné ça. On a fait comme si les deux, par miracle, avaient téléphoné en même temps, si vous voulez. Mais en réalité, pour les Russes, c'est très clair.
ce sont les Occidentaux qui ont appelé en premier. C'est donc les Occidentaux qui sont dans une position de demandeur et par conséquent dans une position de faiblesse. Et c'est effectivement la réalité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui et ça explique pourquoi les Européens aujourd'hui essayent d'ouvrir une porte. Et ça, c'est déjà un premier pas vers une victoire politique. Alors, ceci a été complété par la décision des Américains de suspendre la livraison d'un certain nombre de matériel militaire. Il s'agit notamment de missiles, à vrai dire, les Patriots, les Stinger, donc Stinger, c'est un missile portable anti-aérien. Et puis les HIMARS en particulier, il y a aussi des missiles Hellfire et d'autres, mais enfin bref, on ne va pas entrer dans tous les détails. Ce sont surtout des missiles que les Américains ne veulent pas fournir. Et pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que, comme l'a dit Marco Rubio dans une récente une audition qu'il a eue avec dans le cadre des commissions sénatoriales des affaires étrangères, eh bien, il a dû avouer que les Américains n'avaient plus le matériel nécessaire. Alors, on peut discuter sur ce que les Américains ont encore ou non plus, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qu'on a vu d'ailleurs, et là aussi, il y a un phénomène qui est intéressant, on a avec un phénomène de vase communicant entre le conflit en Palestine et le conflit surtout avec l'Iran en l'occurrence, et le conflit ukrainien. Parce que dans les deux cas, les deux pays, Israël et l'Ukraine, ont besoin des mêmes types de matériel, c'est-à-dire des matériels de défense aérienne qui sont extrêmement sophistiqués, qui coûtent très cher, mais pas seulement qui coûtent très cher, mais qui sont relativement longs long à produire, et puis très demandeurs en terres rares, par exemple, et j'avais montré ça d'ailleurs sur votre chaîne, qu'un des problèmes aujourd'hui, par exemple pour les missiles Arrow, les missiles antiaériens utilisés par Israël, c'est qu'ils exigent environ 400 kilos pas 400, c'est pas vrai, ça c'est pour le F-35, mais ils exigent une grande partie, maintenant j'ai plus le chiffre exactement, mais une grande partie de terres rares pour la production de l'électronique qui se trouve à l'intérieur des missiles, et qu'aujourd'hui, la Chine ne livre plus de terres rares et de matériaux stratégiques aux entreprises de l'armement, et notamment américaines. Et par conséquent, ça veut dire que la production de ces missiles ou le renouvellement des stocks, si vous voulez, devient pratiquement impossible pour les Américains. Parce que leur principale source d'approvisionnement pour ces matériaux stratégiques indispensables à la réalisation de ces matériels, eh bien, c'est la Chine. Mais avec la guerre que Trump a fait avec la Chine, la guerre commerciale, eh bien, la Chine a imposé des restrictions sur la livraison de ces matériaux stratégiques, et par conséquent, les Américains se trouvent maintenant dans une situation, pas encore de pénurie, mais ils doivent prévoir qu'ils n'auront plus les capacités de produire le nombre de missiles qu'ils avaient auparavant. Et bien, on est exactement dans cette situation maintenant, et aujourd'hui, les Américains soutenant d'une part les Israéliens, soutenant les Ukrainiens, et d'autre part préparant une guerre contre la Chine, évidemment l'eau commence à arriver au menton en quelque sorte, et ils sont obligés de faire des priorités. Et comme l'Ukraine est un conflit qui, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Trump voudrait s'en dégager, c'est un conflit qui va se terminer inévitablement en faveur de la Russie, malgré toute la rhétorique, dans tous les sens que vous voulez, vous pouvez le prendre, ça va se tourner en défaveur de l'Ukraine. Par conséquent, investir et envoyer des matériels d'importance stratégique, alors que les stocks même américains baissent, qu'il y a probablement des difficultés à produire ou reproduire de tels matériels, évidemment qu'aujourd'hui, la décision était presque logique qu'on interrompe ces livraisons à l'Ukraine. Et ça, évidemment, crée une pression supplémentaire pour les Européens qui ne sont pas capables de remplacer ces matériels, n'est-ce pas, qui ne sont pas capables d'avoir des matériels de substitution.
ni en termes de quantité, ni en termes de qualité. Et par conséquent, aujourd'hui, ça pousse les Européens dans quelque chose qu'ils refusaient jusqu'alors, c'était de négocier. Donc, on a la conjonction de deux phénomènes qui se sont faits. C'est d'une part l'effet de la guerre sur le terrain, si vous voulez, et puis d'autre part, l'aggravation qui est faite par la suspension, et je dis bien suspension parce que les Américains n'ont pas dit qu'ils ne voulaient plus livrer d'armes à l'Ukraine, mais simplement qu'ils ont décidé de suspendre temporairement. Je pense personnellement que ça risque de durer, mais actuellement, il y a effectivement le risque que la guerre reprenne contre l'Iran, etc. Par conséquent, les Américains sont sans doute pas prêts de lever cette suspension. Voilà un petit peu où on en est. Alors, évidemment, quand on est dans cette situation, on s'aperçoit qu'on a d'un côté une diplomatie européenne qui doit encore maturer, parce que c'est très bien de téléphoner à Poutine, mais Trump a également téléphoné à Vladimir Poutine le 4 juillet et Trump a dit lui-même qu'il a été déçu à nouveau. De nouveau, ces gens n'ont pas réalisé que c'est la Russie actuellement qui tient le couteau par le manche et que les Américains, les Européens n'ont plus aucun moyen de levier contre la Russie. N'est-ce pas? C'est un peu la conséquence de leur stratégie, à vrai dire. Je vous rappelle qu'en février 2022, les Occidentaux ont voulu frapper massivement la Russie avec les sanctions, en la coupant de tous ces circuits d'approvisionnement, en la coupant du monde politiquement, etc., etc. Et ça, ils ont voulu le faire. Ça devait être l'arme nucléaire à utiliser une fois, si vous voulez. Et le problème, que cette arme nucléaire n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que la Russie était prête, parce qu'elle avait déjà subi des sanctions, elle était déjà prête à répondre à une situation comme ça, y compris aggravée, et c'est exactement ce qui s'est fait. On a essayé de compenser avec le narratif dans nos médias, etc., mais ce narratif n'a fait que nous tromper et de nous induire en erreur. Au lieu de trouver d'autres solutions, eh bien, on a continué dans la même solution parce qu'on était persuadé que ça allait fonctionner. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas et on n'a pas d'alternative. C'est ça qui est intéressant, c'est que les Occidentaux n'ont pas d'alternative à ce qu'ils ont déjà fait. C'est pour ça qu'ils reviennent avec des paquets de sanctions, etc., qui aujourd'hui, puisque les premières sanctions étaient celles qui devaient mettre la Russie à terre, eh bien aujourd'hui, toutes les petites sanctions qu'il y a ne sont que de la gesticulation politique, n'est-ce pas? Et c'est ça que les Occidentaux ont grillé toutes leurs cartouches dans les premières semaines du conflit, et ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, ils sont pris à leur propre jeu, et ils ont sacrifié l'Ukraine, et ils ont entretenu le mythe d'une victoire possible de l'Ukraine grâce aux médias, mais en réalité, on sait que ça ne se passera pas, et aujourd'hui, la Russie avance inexorablement, et de nouveau, quand je dis qu'elle avance, c'est pas tellement sur le terrain que ça compte, mais elle avance dans le processus de démilitarisation, si vous voulez, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et c'est ça qui est en train de se passer. Donc, on est dans une situation où l'Occident s'est mis délibérément dans une mauvaise situation, et aujourd'hui, on essaye de rattraper avec une diplomatie, mais qui est une diplomatie qui a, qui doit tout reprendre à zéro, en quelque sorte. Parce qu'on ne voulait pas parler à Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, maintenant, on voit bien les problèmes. On s'est tiré une balle dans le pied nous-mêmes avec la question de la Cour pénale internationale, qui n'avait aucune juridiction pour émettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, pour une question, la question des enfants, qui d'ailleurs, comme je l'ai démontré lors d'une des sessions précédentes que nous avons sur votre chaîne, c'est une accusation qui est apparemment totalement fantaisiste, et je rappelle que déjà en 2022, il y avait des journalistes américains qui avaient retrouvé la trace de ces enfants soi-disant enlevés par les Russes, et qui avaient vu qu'on était très loin du compte, que ces enfants avaient été mis en sécurité dans des zones qui étaient d'ailleurs pilonnées par les Ukrainiens avec des armes occidentales. Donc simplement, on a systématiquement créé le problème, et aujourd'hui, on pleure parce que les conséquences du problème qu'on a créé
nous frappe en retour. Et c'est ça qui est assez frappant en Europe, c'est cette incapacité à voir les problèmes et leurs conséquences dans le futur. Et c'est exactement ce qui se passe en Ukraine. Et alors, je ne sais pas, je ne peux pas préjuger, et peut-être on aura un sursaut d'intelligence qui viendra de l'Union européenne, mais je ne le pense pas, parce que quand on voit les déclarations de ceux qui en réalité donnent le là, comme on dit en musique, hein, c'est ceux qui donnent le ton pour la politique, c'est-à-dire les pays baltes, la Pologne, et évidemment les Ursula von der Leyen, etc., qui ont une aversion maladive, pathologique pour la Russie. Eh bien, il y a peu de chances qu'on ait un revirement total de la situation, et j'ai évidemment pas rementionné Kaja Kallas ici. Donc, on va continuer à creuser le trou dans lequel on s'est mis, en quelque sorte. Et par conséquent, on va arriver dans une situation, enfin, si ça continue comme ça, bien sûr, s'il n'y a pas de sursaut, eh bien, on aura une situation où l'Ukraine, eh bien, restera exactement ce qu'avait prédit Medvedev il y a quelques mois, enfin je pense qu'il y a une année ou deux, il avait fait une carte de l'Ukraine qui montrait que l'Ukraine était réduite à sa portion congrue parce que eh bien, une grande partie serait retournée dans le giron russe et d'autres parties d'ailleurs retournées vers la Pologne, etc., puisque l'Ukraine, comme vous le savez, est un pays qui n'a pas de... Dans les frontières qu'on lui connaît depuis 1991, c'est un pays artificiel en quelque sorte. Il est très récent d'abord, il est indépendant depuis 1991, hein, d'abord, c'est un pays qui n'a pas existé en tant que pays avant, sauf brièvement sous le Troisième Reich, puisqu'il y a eu la première indépendance, c'est la raison pour laquelle c'est toujours ce culte du Troisième Reich en Ukraine, puisque le Troisième Reich avait donné à l'Ukraine sa première indépendance, en quelque sorte. Mais sinon, dans sa forme, et même là, ce n'était pas du tout la forme qu'elle a aujourd'hui. Donc l'Ukraine en tant que pays est un pays très récent et finalement, il est suffisamment récent pour qu'on puisse imaginer qu'il revienne dans une configuration plus simple que ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà en gros la situation qu'on a, et une diplomatie qui aujourd'hui, pour les Occidentaux, on constate qu'il faudrait avoir de la diplomatie, mais on n'a plus les instruments pour le faire. Je vous rappelle que les Américains ont fait la même constatation en janvier-février de cette année, et que leur premier mouvement a été de reconstruire des liens diplomatiques, parce que c'est ça qu'il faut. Or, l'Europe a coupé tous les liens, mais ne les a pas même reconstruits. Et ce n'est pas un coup de téléphone d'Emmanuel Macron qui va résoudre le problème. Il y a toute une série de contacts qui ont été coupés, et qui ont été stupidement coupés d'ailleurs. Et maintenant, il faut reprendre les choses à zéro, rétablir des contacts, rétablir les institutions qui offraient des plateformes de discussion. Je prends un exemple tout simple parce que je l'ai vécu à l'époque quand j'étais dans l'OTAN. La Russie, comme le Bélarus, comme l'Ukraine, comme la Suisse d'ailleurs, faisaient partie du partenariat pour la paix, et à ce titre-là avait une présence diplomatique au quartier général de l'OTAN. Et dès 2014, eh bien, on a commencé à mettre à l'écart les Russes, puis les Bélarusses, et puis on les a progressivement éjectés de l'OTAN. Et de nouveau, on est toujours dans cette dynamique de vengeance, de punition, de sanctions, etc. Alors que les plateformes multilatérales, que sont l'OTAN, que sont les Nations Unies, que sont l'OSCE, sont des plateformes qui permettent aussi le dialogue. Et que même si vous faites la guerre, ça ne vous empêche pas d'avoir une présence diplomatique avec laquelle vous dialoguez. C'est le principe de la diplomatie, c'est de pouvoir, en dépit
des circonstances, garder le dialogue et pouvoir essayer de résoudre peut-être pas tous les problèmes d'un coup parce que le fossé est très profond, mais néanmoins des petites frictions comme ça qui entretiennent la relation. Mais c'est avec l'Europe moderne, l'Union européenne moderne, hein, sous Ursula von der Leyen, et l'OTAN depuis, en tout cas 2014, et plus particulièrement depuis 2022, c'est un OTAN d'abord, qui reste en mort cérébrale, il faut pas c'est tout à fait clair, qui est à la recherche d'un ennemi, et puis qui a trouvé dans le conflit russo-ukrainien eh bien, les ressorts nécessaires pour se donner une raison d'être. Et colonel, oui. Permettez-moi, colonel, parce qu'il y avait des réactions aussi, quelques observateurs qui se déclarent en tant qu'observateurs de la situation internationale et qui refusent tout dialogue avec vous, une confrontation. Vous étiez toujours ouvert pour une confrontation des idées, mais par rapport à vos attracteurs qui se disent démocrates et ne respectent pas la diversité, l'opposition, la liberté d'expression. Pascal Boniface, Claude Servati, Guillaume Ensal, qui refusent tout dialogue avec vous, toute confrontation des idées. Vous étiez toujours ouvert à une confrontation des idées. Ils disent que l'absence de volonté de réalisation de paix, ce n'est pas chez l'Occident, ce n'est pas chez les Européens, c'est chez Poutine. Poutine, il est animé par cette volonté agressive, cette volonté de destruction de l'autre, de vengeance. C'est pour cela que l'armée russe vient de initier l'attaque estivale sans avoir engagé l'initiative sur le terrain. Les terrains, d'après vous, quels sont les éléments stratégiques majeurs qui expliquent cette dynamique sur le terrain? Et en plus de ça, est-ce que vous voyez, d'après les déclarations des responsables de l'OTAN, est-ce que vous voyez dernièrement, est-ce que vous voyez un risque de confrontation directe entre la Russie et un pays membre de l'OTAN? Alors, pour reprendre par rapport à vos questions, concernant la première, la plupart des analyses, et c'est particulièrement vrai en France d'ailleurs, on n'a pas de profondeur stratégique dans la réflexion, ni dans le passé, ni dans le futur. Ils disent que nous n'avons pas les mêmes idées que Jacques Pau, et lorsqu'on les invite à confronter le colonel Jacques Pau, on trouve une sorte de bienveillance chez vous, une ouverture, une disponibilité, mais chez eux, non, on ne veut pas. C'est-à-dire que d'abord, il faut savoir qu'en France, d'une manière générale, il n'y a pas de réflexion stratégique, ni géopolitique. Il n'y en a pas, tout simplement. Les gens vous donnent leur impression, vous donnent leurs sentiments, vous donnent leur opinion, mais ils ne se fondent pas sur les faits. Et quand ils vous disent que oui, c'est basé sur les faits, non, c'est pas basé sur les faits. L'analyse que l'on fait en tant que typiquement officier de renseignement stratégique ou analyse stratégique, on prend les faits et sur ces faits, on fait l'analyse. Ce que font les géopoliticiens que vous avez mentionnés, pratiquement systématiquement, ils vous donnent leur opinion et ensuite ils prennent les faits qui confirment leur opinion. C'est donc le processus inverse. Quand vous partez des faits, vous prenez tous les faits, quels qu'ils soient, sans faire de choix, et vous essayez de voir ce qui lie ces faits entre eux. Et ça, c'est le travail de l'analyse. Pour ceux que vous avez mentionnés, sont des gens qui font ils font pas une analyse, ils vous donnent leur opinion sur un phénomène, et puis ils prennent les faits qui va confirmer ça, mais ils ignorent tous les autres. Donc c'est pas de l'analyse. Ça, c'est pas de l'analyse. Et ce sont des imposteurs d'une certaine manière. Et rassurez-vous, si les gens refusent de discuter avec moi, c'est qu'ils savent que je connais très bien tous les faits et qu'ils ne tiendraient pas 5 minutes. Donc, j'ai parfaitement confiance dans d'ailleurs, tout ce que vous pouvez lire mes livres, tous les faits sont mentionnés et la plupart, d'ailleurs, viennent d'ailleurs, même les Ukrainiens disent la même chose que moi. C'est ça qui est assez amusant. Et j'ai reçu encore très récemment des témoignages de personnes d'Ukraine qui me remerciaient pour les vidéos qu'on fait. Donc,
Tout simplement parce que moi, je ne vous donne pas mon opinion. Je prends tous les faits et j'essaie de les mettre ensemble avec le maximum d'honnêteté possible, ce qui donne une image très différente. La plupart des analyses que vous avez, et souvent même celles qui sont favorables à la Russie, hein, d'ailleurs, ils vous prennent simplement les grands titres des journaux. Et les grands titres des journaux, eh bien, c'est les grands titres des journaux, c'est-à-dire qu'ils écartent un grand nombre d'informations et ils vous donnent que ce qu'ils veulent bien donner. Les opinions qu'on a de la plupart des gens sont en fait une sorte de, très souvent, une espèce de mélange de leur opinion et puis de ce qu'on a dans les médias, parce qu'ils ne veulent pas paraître comme beaucoup de gens qui continuent à dire que l'intervention, même des gens qui sont pro-russes, hein, qui vous disent que l'intervention en Russie, en Ukraine était illégale. Alors, de nouveau, quand vous prenez les faits, vous remarquez qu'elle n'est pas illégale. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Parce que les éléments qui sont entrés dans la décision russe d'intervenir le 24 février sont des éléments qui sont effectivement légaux, mais dont nos médias ne parlent évidemment jamais. Alors, je l'ai expliqué à plusieurs reprises sur votre chaîne, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ces éléments sont des faits, tout simplement, mais aucun des analyses que vous avez évoquées n'évoque ça. Parce qu'évidemment, ça ferait s'effondrer tout leur narratif. Donc, on est sur cette problématique-là. Et la question de savoir si Vladimir Poutine, n'est-ce pas, on part de l'idée d'abord. Moi, je n'ai pas d'opinion sur M. Vladimir Poutine, je ne suis pas affilié à la Russie d'une manière ou d'une autre, je ne suis pas payé comme d'ailleurs les gens que vous avez dit qu'ils sont payés en partie par des médias qui les interrogent, etc. Moi, je ne suis pas comme ça. Et je n'ai pas de sympathie particulière pour l'un ou pour l'autre, je regarde simplement les faits. Et quand on regarde les faits, quand vous regardez Vladimir Poutine et on peut dire les Russes d'une manière générale ont toujours été prêts à la négociation. Systématiquement. Qui a refusé? Qui a dit il ne faut pas négocier? Ce sont les Européens qui ont dit ça. Et je l'ai cité d'ailleurs en tout début de cette émission. Donc, les Russes ont toujours été prêts à négocier, toujours. Mais évidemment qu'avec la situation qui avance, eh bien, leurs exigences évoluent également. On est dans une dynamique clausewitzienne où, de nouveau, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Il faut comprendre ça. Souvent, on évoque simplement ça comme une sorte de proverbe et puis on ne comprend pas les conséquences que ça a. Les Russes ont cette approche, c'est que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Par conséquent, c'est pratiquement le même processus. Alors que pour les Occidentaux, la guerre et la paix sont deux processus différents. C'est ça où la guerre et la diplomatie sont deux processus différents. Et c'est la raison pour laquelle pendant tout le conflit qu'il y a eu en Ukraine, la diplomatie européenne a totalement disparu. Parce que pour eux, la guerre exclut la diplomatie. Alors que pour les Russes, c'est le même processus qui s'inscrit simplement avec des intensités différentes. Et c'est la raison pour laquelle vous avez eu, chaque fois que les Ukrainiens ont demandé à négocier, et je vous rappelle que ça a été le 25 février 2022 déjà, puis mi-mars 2022, puis août 2022, mi-août 2022, les Ukrainiens ont demandé à négocier, les Russes ont chaque fois accepté. Et je vous rappelle par ailleurs qu'en avril 2022, enfin mars-avril, puisque la négociation a duré quand même quelques jours, les Russes étaient prêts à se retirer de l'Ukraine. Donc le territoire n'est pas leur point d'accroche. N'est-ce pas? Leur point d'accroche est une question qui est liée à la sécurité des populations du Donbass et la sécurité de la Russie. Voilà, c'est tout, c'est simple. D'où les deux objectifs de démilitarisation et de dénazification.
Et comme les Occidentaux n'ont jamais voulu accepter la réalité des faits, et qu'aujourd'hui, ils voudraient tout simplement que les Russes, parce que le problème, les cessez-le-feu qu'on propose aujourd'hui, sont en réalité des pauses de feu. Dans aucune des propositions occidentales, et même, je pourrais même étendre ça à Israël d'ailleurs, on a l'idée qu'on veut entamer un processus de paix, et que dans ce processus de paix, il y aurait des cessez-le-feu. On n'est pas du tout là-dedans. On veut un cessez-le-feu parce qu'on remarque qu'on a l'eau jusqu'au cou et qu'il faut commencer à réapprovisionner, remettre de la munition dans les canons. Et puis, voilà, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on veut la pause de feu. Mais ce n'est pas avec le sincère objectif de vouloir résoudre le conflit. Et vous avez ni d'un côté ni de l'autre, d'ailleurs, quand je dis ni d'un côté ni de l'autre, ça veut dire ni chez les Israéliens, ni chez les Ukrainiens, barre les Européens, vous avez l'expression d'une volonté de résoudre le conflit. Ce qu'on voudrait, c'est que la Russie, pour la question de l'Ukraine, et l'Iran pour la question israélienne, il faut que ceux-là donnent l'image de perdre. C'est ça qu'on cherche à faire. Mais on ne cherche pas à avoir une solution au conflit. À aucun moment. Si on avait voulu chercher une solution au conflit, elles étaient là bien avant, pour les deux cas d'ailleurs. On ne va pas se concentrer trop sur l'Iran puisqu'on a déjà parlé la fois passée, mais pour l'Ukraine, les solutions étaient là, les accords de Minsk étaient là. Et pire, ceux qui étaient garants de ces accords, la France et l'Allemagne, ont même refusé de mettre en œuvre, de mettre ces accords en œuvre. Donc aujourd'hui, comment voulez-vous que les Russes puissent d'abord avoir confiance dans une France qui renie sa parole toutes les 5 minutes, et d'ailleurs qui est devenu gentiment, Emmanuel Macron est devenu une sorte de sujet de plaisanterie parce que il dit tout et son contraire dans l'intervalle de 24 heures. Donc comment voulez-vous avoir confiance dans des gens comme ça? Et on a aussi avec Donald Trump, on s'aperçoit que c'est des gens qui disent un truc un jour, qui en disent un autre une autre fois. Même les Américains ne sont pas toujours sûrs que quand il dit qu'il y a un deal, est-ce que c'est vraiment un deal? Ou bien est-ce qu'il a l'illusion d'avoir un deal? Ou est-ce qu'il a l'impression qu'on est sur le chemin d'un deal? On ne sait jamais vraiment exactement où on en est. Alors comment voulez-vous, d'un point de vue russe, où on est très cartésien d'une certaine manière, extrêmement attaché à la lettre des choses, eh bien, pas seulement à l'esprit, mais aussi à la lettre, eh bien, ils savent pas à quel sens vouer. Par conséquent, on continue. Et la réalité aujourd'hui, c'est que si les Européens avaient laissé Zelensky aller plus loin dans sa proposition en avril, il n'y aurait plus de troupes russes en Ukraine, avec encore les questions des deux républiques de Lugansk et de Donetsk, et puis la question de la Crimée. Mais sinon, on n'en serait certainement pas là, et certainement les dizaines, probablement même centaines de milliers de morts ukrainiens, eh bien, ne seraient pas morts, tout simplement. Donc, on voit, et je pense que Zelensky se rend compte de ça, c'est la raison pour laquelle il a peur un jour d'être dans une situation où il serait mis en défaite et puis où le peuple ukrainien se retournerait contre lui, parce que effectivement, en ayant cédé aux Européens, il s'est mis dans une situation extrêmement délicate au point de vue moral, mais aussi vis-à-vis politique, vis-à-vis de ses citoyens. Mais bref, ça c'est une autre question. Donc ici, la Russie continue dans ce qu'elle a toujours dit. Quand on prend les exigences aujourd'hui, et quand vous lisez les comptes rendus en l'occurrence du discours de l'appel d'Emmanuel Macron du côté russe, vous apercevez qu'il y a exactement les mêmes éléments qui ont été donnés le 14 juin de l'année passée. La Russie n'a pas varié dans ses exigences. Ce sont les Occidentaux qui varient dans leurs exigences. Et vous avez un Emmanuel Macron qui d'ailleurs a été pratiquement le plus belliciste de tous les Européens. C'est lui qui a voulu envoyer les missiles Scalp, qui a voulu envoyer des troupes en Ukraine, etc., etc., qui en a d'ailleurs envoyé, qui a envoyé des Mirages, il a tout fait pour avoir une part active dans ce conflit. Puis aujourd'hui, il veut se faire le champion de la paix.
il n'y a pas vraiment de cohérence là-dedans. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir, du point de vue de la Russie, un regard, comment dire, serein sur quelqu'un qui vient vous proposer la paix, mais qui en même temps, surtout, en fait, jusqu'à maintenant, a fait que était un apôtre de la guerre. Donc, quand vous lisez les déclarations, pas ce que disent les Occidentaux, parce que les Occidentaux, ils brodent sur ce qu'ont dit les Russes. Les Russes ont toujours été très clairs et toujours extrêmement, comment dire, constants dans ce qu'ils ont dit. Qui a dit que l'Ukraine, la Russie voulait occuper toute l'Ukraine? C'est les Occidentaux. Vous trouvez aucun Russe qui a dit ça. Qui a dit que la Russie voulait prendre Kiev en 3 jours? Ce n'est pas les Russes qui l'ont dit, ce sont les Européens qui l'ont dit, les Américains plus exactement. Et les Européens, de manière assez servilement, ont répété. Mais c'est tout. Donc on est pratiquement tout ce qu'on a, toute notre perception de la Russie est basée exclusivement sur ce qu'on en dit la propagande. Et au fur et à mesure qu'on avance avec le temps, on s'aperçoit que cette propagande s'effondre et que par conséquent, les attendus qui ont alimenté nos décisions étaient tout simplement faux. Et on est exactement dans cette situation. Et le problème, c'est que les gens que vous avez mentionnés, qui sont soi-disant des analysieux, ils ont contribué à la chute de l'Ukraine. Je pense même que c'est pratiquement les plus responsables parce qu'ils ont utilisé leur autorité intellectuelle pour alimenter un narratif dont on savait déjà à l'époque qu'il était faux. Et on a exactement la même chose d'ailleurs avec la Palestine. Parce que tout d'un coup, vous avez aujourd'hui les opinions qui commencent à se réveiller autour de la Palestine. Mais ce qu'on observe à Gaza, évidemment, on l'a observé de manière plus visible depuis octobre 2023. Mais les Israéliens bombardent la population civile de Gaza depuis des années. C'est une politique constante que les Européens ont toujours refusée. Puis maintenant, c'est un peu trop gros, alors ils n'osent plus le cacher. Mais ça a été exactement la même chose. Et les analyses que vous avez mentionnées, c'est exactement la même chose. C'est des gens qui n'ont jamais relevé tout ça. Je dis bien jamais. Merci, colonel. Colonel, j'aimerais bien profiter de votre présence, avoir votre point de vue concernant la visite prévue de Netanyahou aujourd'hui aux États-Unis. D'après vous, est-ce que c'est un geste diplomatique ou une provocation géopolitique? Écoutez, je vous avoue que je ne me suis pas beaucoup penché sur cette visite. Je pense que aujourd'hui, Israël est aux abois. Ils ont constaté que ils ont, comme toujours d'ailleurs, et c'est le même phénomène que vous avez en Ukraine, d'ailleurs c'est les mêmes personnes. C'est ça qui est phénoménal, c'est la même culture des deux côtés. C'est-à-dire des gens qui considèrent qu'ils sont d'une race supérieure et que par conséquent les autres sont des débiles et qui ont systématiquement, et ça les Européens ont fait la même chose à la fois pour Israël et pour l'Ukraine, c'est-à-dire de sous-estimer l'adversaire et de considérer que l'adversaire est un inculte, un imbécile, un animal humain, hein, puisque le terme a été utilisé en l'occurrence par les Israéliens, un terme d'ailleurs utilisé par des dignitaires allemands de la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le pourrez trouver sur, d'ailleurs c'est mentionné dans sur le site du mémorial de l'Holocauste. Donc, vous voyez, c'est assez amusant. Mais bref, donc le fait de toujours considérer les autres comme des minus fait que Israël s'est lancé dans une guerre contre l'Iran qu'elle pensait pouvoir gagner très facilement parce que elle était aveuglée par la haine qu'ils ont des Iraniens et le mépris qu'ils ont des Iraniens. Et de fait, on s'aperçoit, comme on l'a vu d'ailleurs avec Gaza, que la résistance de l'Iran comme celle des Palestiniens n'est pas seulement une résistance forte qui amène des succès
qu'on peut qualifier, qui sont tactiques, opératifs, stratégiques, enfin, on va pas, il y a un peu un mélange de tout, mais surtout qui montrent une intelligence de la compréhension de la guerre qui est beaucoup plus grande que les Israéliens. Les Iraniens ont bien mieux compris les Israéliens que les Israéliens comprennent les Iraniens. Les Palestiniens comprennent mieux les Israéliens que les Israéliens comprennent les Palestiniens. Et relisez Sun Tzu, c'est la clé de la victoire. C'est quand vous comprenez mieux votre adversaire que l'adversaire vous comprend, vous êtes sûr de la victoire. Et c'est pour ça que vous avez naturellement des pertes énormes chez les Palestiniens, vous avez des pertes énormes chez les Iraniens, mais le sens de la victoire va en fait vers les Iraniens. C'est ce manque d'intelligence d'ailleurs des Israéliens qui fait qu'ils visent toujours la population civile. Parce qu'ils ne sont pas capables, par l'intelligence, je ne sais pas comment on pourrait dire en français, en anglais on dirait outmaneuver, mais ce serait la capacité de manœuvrer ou de déborder l'adversaire par la stratégie. Ils sont incapables de le faire. Et on a exactement le même phénomène en Ukraine qu'en Israël. À partir du moment où on n'arrive plus à soutenir la manière de combattre, parce que l'Ukraine a commencé le conflit. Je rappelle que quand on a commencé, lorsque les Russes sont intervenus, on plaçait l'armée ukrainienne comme étant supérieure à l'armée russe. Soit numériquement, et d'ailleurs effectivement ça c'était vrai, il y avait effectivement plus de matériel, enfin la capacité numérique des Ukrainiens était supérieure à la capacité numérique de la Russie au 24 février 2022. Mais pas seulement ça, on voyait l'Ukraine supérieure en termes de stratégie. Et on a le même phénomène entre Israël et ses voisins. Or, on s'aperçoit que soit les Ukrainiens, soit les Israéliens, comme les Occidentaux d'ailleurs, à certains égards, sont des gens qui ont une réflexion tactique. Alors que les Iraniens, les Palestiniens, les Russes ont une réflexion stratégique. Ce qui veut dire qu'ils voient, c'est comme quand vous faites un jeu d'échecs et puis que vous commencez sans savoir ce que vous allez faire. Un joueur d'échecs, apparemment, c'est pas mon cas, hein, mais un bon joueur d'échecs, il connaît 8 coups à l'avance comment va être va se dérouler le déroulement de la compétition. Il a 8 coups d'avance dans sa tête. Ça, c'est un stratège. Le Béotien, il a un coup, puis il verra bien ce qu'il fait après. Et c'est exactement comme ça, c'est la différence qu'on peut faire entre l'approche des Israéliens et des Ukrainiens. Ce sont des tacticiens. Ils savent ce qu'ils font maintenant, mais ils ne se rendent pas du tout compte des conséquences que ça a. Et c'est exactement la même chose qu'on a avec Israël. Et donc Israël aujourd'hui s'est aperçu qu'ils ont provoqué l'Iran et que l'Iran, sans avoir l'arme nucléaire, est capable de réinfliger des dégâts considérables finalement, sans avoir besoin de massacrer la population, puisque je ne sais pas exactement quels sont les chiffres, puisque tous les chiffres étaient, mais les chiffres que j'ai en tête, c'est qu'il y a eu 28 morts du côté israélien et 600 du côté iranien. Ce qui montre que, et d'ailleurs avec un hôpital visé d'ailleurs en Iran, enfin visé par les Israéliens, alors que du côté des Iraniens, ils ont visé des installations militaires qui ont impacté sur des hôpitaux, mais qui n'ont même pas fait de victimes d'ailleurs, sauf erreur, mais qui visaient des installations militaires. Donc les Iraniens ont une capacité de gérer la bataille de manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus ciblée, et donc ils font moins de victimes civiles, mais ils ont plus d'impact stratégique. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'ont les Israéliens. Donc les Israéliens sont dans une situation difficile, et c'est une situation d'autant plus difficile qu'ils s'amorcent un peu le même phénomène qu'on a avec l'Ukraine. Alors avec l'Ukraine, les livraisons d'armes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sans doute lié davantage à des questions de stock
américain qu'une volonté politique. Néanmoins, la volonté politique n'est probablement pas si éloignée parce que les Américains veulent que les armes se taisent dans ces conflits. Ils ne veulent pas d'ailleurs nécessairement résoudre les problèmes. On n'a pas vu beaucoup d'indications que les Américains voulaient résoudre les deux conflits, mais ils veulent simplement que les armes se taisent parce qu'ils ne veulent plus être impliqués là-dedans. Ils préfèrent se concentrer sur le vrai adversaire qui est la Chine, qui est le principal obstacle à Make America Great Again. En gros, c'est ça. Par conséquent, ces deux conflits qui sont pour les Américains très périphériques sont des conflits qui doivent être réduits au silence. Pas nécessairement solutionnés, mais réduits au silence. Et ce qui se passe en Ukraine, on le voit, et ça pourrait se passer aussi en Israël. Et c'est la raison pour laquelle Netanyahou y est allé. Maintenant, la question s'est posée, Netanyahou, mandat d'arrêt international, etc. Est-ce que les Américains... Alors, je rappelle que les Américains ne sont pas signataires du statut de Rome, qui est le statut qui définit le rôle de la Cour pénale internationale. Par conséquent, d'ailleurs, ce serait théoriquement la même chose avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, même s'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, pourrait très bien se rendre aux États-Unis puisque les États-Unis ne sont pas signataires. Le problème est un peu différent. C'est que nous appliquons, et c'est ce que reflète cette situation d'ailleurs, nous appliquons le droit à la carte. C'est-à-dire, quand ça nous plaît, on applique le droit, quand ça ne nous plaît pas, on ne l'applique pas. Et d'ailleurs, vous remarquez très bien que les attaques israéliennes contre l'Iran, les massacres contre les populations, n'ont aucune condamnation en Europe. Aucune. Même la Suisse n'a pas condamné. Alors que pour la Russie, il fallait condamner, il fallait le mot condamner, je condamne. Et on insiste sur ce mot. Est-ce que vous condamnez? Et puis, rappelez-vous tous ces gens qui ont été interviewés. Est-ce que vous condamnez la Russie? Est-ce que vous condamnez? Il faut ce terme condamner. Il fallait condamner aussi l'attaque du Hamas, n'est-ce pas? Alors, oui, je répète que pour les gens cultivés, on dit Hamas. Et Hamas, ça c'est pour BFM TV, ça, et LCI. Mais on dit Hamas. Ceci étant, vous voyez, on est dans le mot, l'usage du mot, on est dans le narratif. Mais quand vous avez des attaques terroristes qui se font, menées par l'Ukraine contre des civils, menées par Israël contre des civils, qu'ils soient iraniens, palestiniens ou autres dans le monde, ou libanais même, personne ne condamne. Donc nous avons une perception du droit international à géométrie variable. Et c'est ce que montre d'ailleurs indirectement la situation de Netanyahou. On s'aperçoit que si on veut un système juridique qui permet de condamner les abus de gouvernance, etc., c'est-à-dire un système comme le statut de Rome, la Cour pénale internationale, moi je n'ai pas d'opposition à ça, quant à l'idée. Mais on voit bien que finalement, si vous en faites partie, eh bien on vous punit, si vous n'en faites pas partie, on ne vous punit pas. C'est la même chose que le traité de non-prolifération nucléaire. On cherche des puces dans la chevelure des Iraniens pour savoir si on a des armes nucléaires, et puis on inspecte et on inspecte et on réinspecte, etc. Et je crois que toutes les installations nucléaires iraniennes ont été inspectées plus d'une fois par jour pendant toute l'année passée. Alors que du côté israélien, ils ne font pas partie du traité de non-prolifération, donc voilà, faites ce que vous voulez. C'est comme s'il y avait une loi pour les gens honnêtes, et finalement, les gens qui sont malhonnêtes, bien, on accepte qu'ils ne soient pas dans le cadre de la loi. Quand vous êtes dans nos pays, la loi s'applique à tout le monde. Que c'est bon, méchant, grand, bleu, rouge, vert, la loi s'applique à vous. Or, dans le monde international, dans les relations internationales, la loi s'applique simplement si vous avez accepté de signer un traité ou pas. Donc, il y a quelque chose qui est malsain dans cette chose-là. Je pense que pour ce qui est, par exemple, du traité de non-prolifération ou bien la Cour pénale internationale, soit on les abolit, et il n'y a plus,
donc tout le monde est à égalité, ou alors on dit, ben, quand vous faites partie des Nations Unies, vous faites automatiquement partie de ces juridictions. Et là, ça aurait un sens. Mais on en est très loin, et c'est pas du tout comme ça que ça se passe, donc on fait toutes les choses à la carte. Vous voyez, des gens comme Tony Blair, par exemple, George W. Bush, tous ces gens sont des criminels. En réalité, sont des criminels. Et on peut aller plus loin, d'ailleurs. Sarkozy et d'autres qui ont provoqué des guerres sans raison, simplement sur la base de leur opinion. Et ces gens sont en fait des criminels. S'il y avait des juridictions pour juger ces gens, on les jugerait comme tels. Et le risque d'avoir des juridictions comme ça qui s'appliquent de manière différenciée à ceux qui ont signé ou ceux qui n'ont pas signé, eh bien ça conduit à cette situation particulière. Et ayant habité pendant plusieurs années en Afrique et ayant eu d'ailleurs cette discussion à traîner, ayant eu affaire ou à collaborer, collaborer, on va dire ça comme ça, avec la Cour pénale internationale en Afrique, j'ai constaté que pour les Africains, la Cour pénale internationale, ça a été un outil pour juger les Africains. Mais aucun des crimes de guerre qui ont été commis par les Occidentaux en Afghanistan, en Irak et ailleurs dans le monde n'ont été condamnés par la Cour pénale internationale. Et d'ailleurs, lorsque la Cour pénale internationale, ou qu'il y a eu des tentatives d'utiliser la Cour pénale internationale pour punir les crimes de guerre commis par les Occidentaux en Afghanistan, et c'était durant le premier mandat de Donald Trump, eh bien Donald Trump n'a rien trouvé de mieux que de placer des sanctions sur la Cour pénale internationale et sanctionner la Cour pénale d'une manière générale, d'avoir une loi qui autorise les États-Unis à intervenir militairement pour récupérer des militaires américains qui seraient détenus par la Cour pénale internationale. Donc, ça va quand même très loin. Et puis, lorsque d'ailleurs Netanyahou a été inculpé par la Cour pénale internationale, eh bien les Américains ont placé des sanctions de nouveau sur les juges de la Cour pénale internationale dont ils ne sont même pas signataires. Donc on voit que le système de relations internationales est vicié par le fait que certains, et notamment surtout les Occidentaux, à vrai dire, se sentent autorisés à ne pas utiliser, à ne pas être soumis aux juridictions qu'ils ont appliquées, qu'ils ont adoptées. Et ces juridictions sont en fait des instruments pour dominer le reste du monde plutôt que des institutions qui sont destinées à amener une sorte de règlement des conflits au sein de la communauté internationale. On a vraiment quelque chose, c'est un instrument du pouvoir occidental. Et ça n'est pas acceptable, ça n'est plus acceptable. Et ça deviendra de moins en moins acceptable parce que les pays du reste du monde aujourd'hui, eh bien, se détachent de l'Occident. Et en fait, au lieu d'avoir isolé la Russie, pour reprendre cet exemple, eh bien, c'est l'Occident qui s'est fait isoler et qui est en passe de s'isoler encore davantage. Et on a maintenant la réunion des BRICS qui se déroule au Brésil et qui montre qu'il y a une dynamique dans le reste du monde d'essayer d'échapper à cette tutelle de l'Occident qui reste encore basée sur quelque chose auquel même les pays du reste du monde croient, c'est-à-dire les Nations Unies, mais qui en fait est une organisation qui est instrumentalisée par les Occidentaux pour exercer leur pouvoir. Et on l'a très bien vu avec l'AIEA et Raphaël Grossi concernant l'Iran, où finalement on a cette agence des Nations Unies ou associée aux Nations Unies a contrevenu à toutes ses obligations morales, éthiques et politiques pour favoriser finalement Israël et les pays occidentaux. Donc on n'est plus du tout dans la logique de cette, de la multilatéralité. Je parle bien de multilatéralité, pas de multipolarité. La multipolarité, ça n'a rien à voir. C'est un phénomène géopolitique qui est dû par les circonstances. La multilatéralité, c'est autre chose. La multilatéralité, c'est le fait d'avoir des relations diplomatiques,
de manière multilatérale avec les gens, dans les plateformes que j'évoquais tout à l'heure, les Nations Unies, même l'OTAN à certains égards, l'OSCE, etc. Donc, on a cette, comment dire, ce dévoiement de la politique internationale, de la politique multilatérale au profit des Occidentaux qui finalement se sont accaparés le droit de la multilatéralité. Et on a que Netanyahou voyage à Washington légalement, comment dire, légalement il n'y a pas de problème si vous voulez. Moralement, il y a un problème. Il y a une question d'éthique, il y a une question de morale, il y a une question aussi de respect et d'autorité d'une certaine manière, puisque les États-Unis continuent, d'ailleurs ça n'a pas changé avec Trump, ils continuent à avoir cette idée de vouloir dominer l'ensemble de la planète, d'être un peu le gendarme du monde à certains égards, le moralisateur du monde, mais le problème c'est qu'ils appliquent leur morale et non pas la morale qui ferait avancer le reste enfin l'ensemble de la planète. Et on est exactement dans cette situation-là. Et moi, je n'aurais pas de problème si Netanyahou allait à Washington pour que Washington lui tape sur les doigts et lui dit maintenant, tes affaires, c'est fini, tu te remets dans le droit chemin, sinon on arrête tout ton soutien. Et ça devrait être le rôle d'un daddy, n'est-ce pas, du grand-papa, qui joue son rôle de leader du monde, mais alors à ce moment-là, il faut le jouer vraiment. Mais en réalité, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les États-Unis ne conduisent pas le monde pour le bien-être du monde, ils conduisent le monde pour leur bien-être à eux. Et donc, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà. Alors ça, c'est une relation qui ne peut pas fonctionner. Et malheureusement, on peut s'attendre à ce que Netanyahou aille aux États-Unis maintenant. Alors, je ne sais pas ce qu'il va se dire, ni quels sont les thèmes de discussion, mais il cherche sans doute ici d'avoir une sorte d'approbation, la bénédiction du grand frère pour continuer ce qu'il continue à faire. C'est le plus probable qui va se dérouler. Mais de nouveau, je ne peux pas préjuger. Donald Trump est une personnalité qui est évidemment extrêmement versatile, qui est de temps en temps, qui est très souvent guidé par l'émotion, plus que par la réflexion. L'émotion peut lui dicter des choses positives, comme elle peut lui dicter des choses négatives. Et c'est là où on est avec, d'ailleurs pour un grand pays comme les États-Unis, c'est un peu curieux d'avoir une conduite qui se traduit finalement par des gestes tactiques, mais pas de stratégie. Et on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de l'Ukraine et de la paix en général. On a des dirigeants, Trump est l'exemple typique, de personnes qui ont peut-être de bonnes intentions, d'ailleurs, il a probablement de meilleures intentions que les Européens, par exemple. Mais comme il n'a pas de stratégie pour y parvenir, il n'y parvient pas, tout simplement. Il essaye au coup par coup, comme ça, d'avoir des initiatives qui lui viennent un peu comme ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, et puis il essaye de faire des choses, mais il n'y a pas de stratégie derrière. On voit bien que ce qu'il fait, très souvent, il doit revenir en arrière 2 jours plus tard. Il n'est pas très différent de Macron à certains égards. Et c'est peut-être pour ça que les deux s'entendent relativement bien, même si je pense que Trump a un profond mépris pour Macron, mais ça c'est un autre problème. Mais je pense que d'une manière générale, on a toujours l'impression, et les commentateurs disent que parmi les dirigeants européens, probablement que Macron est celui qui va le mieux avec Trump. Mais ça vient probablement de la même chose. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas de stratégie. Macron, il emballe tout ça dans des belles paroles, ça se fait à la française, hein. Tout est dans, c'est des vendeurs de voitures d'occasion. Donc tout est dans la manière de présenter les choses. Trump est aussi un vendeur de voitures d'occasion, mais dans un autre genre déjà. Et c'est dans un registre plus trivial, c'est le côté un peu plus fermier, mais voilà. Donc, mais c'est la même chose. C'est des gens qui
même si de temps en temps ils ont des bonnes idées, ils sont incapables de les mettre en œuvre, parce qu'ils sont incapables d'avoir une stratégie pour y parvenir. Ils sont incapables de mettre sur pied un cheminement intellectuel pour parvenir à l'objectif qu'ils se sont fixés. Et c'est de ça que souffre l'Occident aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien que économiquement, politiquement, l'Occident est en perte de vitesse, et il faudrait aujourd'hui des gens qui ont la capacité de voir pas seulement un coup plus loin, mais 8 coups plus loin, comme des joueurs d'échecs, et qui soient capables de mettre en œuvre des politiques qui permettent d'aller plus loin. Regardez, comme illustration, je n'avais pas prévu d'en parler, mais puisqu'on vient sur ce sujet, ça me semble intéressant de voir ici, quand vous regardez les nations qui ont demandé l'asile en Europe en 2024, qu'est-ce que vous avez? La Syrie, n'est-ce pas? L'Afghanistan, le Venezuela, et c'est tous les pays qu'on a essayé de déstabiliser. C'est des pays qu'on a essayé de déstabiliser. Et par conséquent, après, il y a évidemment des demandeurs d'asile qui viennent. Mais les 3 principaux, c'est des pays qu'on essaie de déstabiliser, sur lesquels on a mis des sanctions. Donc, c'est des pays où on a essayé de rendre la vie impossible. On a tout fait pour que ces pays s'effondrent. Puis aujourd'hui, les gens qui n'arrivent pas à vivre dans ces pays où on a rendu la vie impossible, ils viennent chez nous. Et aujourd'hui, on vient se plaindre qu'on a trop d'immigration, que la politique d'immigration ceci, que la politique d'immigration cela, et on est dans une situation qu'on a systématiquement créée. La question de la Syrie, c'est un problème qui a été totalement créé par les Occidentaux. Et la France en grande partie. Et regardez ce qui se passe en Suède, où maintenant ils payent les Syriens pour qu'ils les renvoient, alors qu'ils les avaient accueillis en grande pompe en 2015. Mais qui ils ont accueillis en réalité? Ils ont accueilli ceux qui se battaient contre Bachar el-Assad, qui étaient en réalité des djihadistes. Résultat des courses, ils ont une population et un problème djihadiste qu'ils n'arrivent plus à maîtriser aujourd'hui. Donc on est avec des crétins, littéralement, qui sont incapables de voir les conséquences de leur politique. Et ensuite, et d'ailleurs, incidemment, les mêmes qui aujourd'hui fustigent l'immigration et veulent des lois restrictives et je ne sais pas quelles lois contre l'immigration, sont les mêmes qui, à l'époque, applaudissaient pour aller déstabiliser ces pays. Donc, tout ça vous montre qu'on est dans l'incohérence la plus totale et qu'on est dans des situations où on crée nous-mêmes des problèmes par notre manque de réflexion, sans mesurer, comme de nouveau, on est des joueurs d'échecs béotiens qui avancent coup par coup, alors que la réalité, c'est que les conséquences, elles se mesurent au bout de 5, 6, 8, peut-être 10 coups. Donc voilà un petit peu la situation telle qu'on peut la voir sur la base des faits. Colonel Jacques Pau, merci infiniment pour cet éclairage approfondi, rigoureux et sans concession. À vous qui nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette émission et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Espoir et dignité, c'est la voix libre qui donne la parole à ceux qui pensent autrement. Merci, colonel, encore une fois, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne semaine à tous. Merci.